Et on commence, chère Julie, par Olivier Dussopt. Le ministre du Travail devant la justice pour favoritisme depuis hier et jusqu'à jeudi. Il comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d'avoir procuré en 2009 un avantage injustifié à une société dans le cadre de l'octroi d'un marché public lorsqu'il était maire d'Annonay. S'il était condamné, il devrait démissionner. Ça fait donc 2 ministres devant la justice. Délibéré de la Cour de justice de la République demain pour Éric Dupond-Moretti. Seront-ils poussés à la démission par Emmanuel Macron? C'est l'une des questions qui se posent. Oui, on parle d'ailleurs de remaniement, vous avez raison. On peut quand même signaler que dans l'affaire Dussopt, a priori, il n'y a pas eu ni de corruption ni de favoritisme. C'est ce que tient à démontrer justement le ministre du Travail. Ça l'empêche d'ailleurs un peu dans ses fonctions, mine de rien, parce qu'il faut quand même rappeler que la loi immigration portée par M. Darmanin pourrait être aussi portée par M. Dussopt à propos, vous le savez, des métiers en tension et du la régularisation des sans-papiers qui travaillent. Il ne peut pas, lui aussi, soutenir cette loi aux côtés de M. Darmanin. Mais je voudrais quand même vous montrer 2 dessins qui vont rejoindre ce que vient de dire Julie. Ce dessin de 2 lignes, c'est dans Sud-Ouest. Encore un membre du gouvernement devant la... on commence par l'autre, alors, comme vous voulez. Encore un membre du gouvernement devant la justice. On va finir par organiser le Conseil des ministres au tribunal. Et puis, un autre, celui que vous avez vu rapidement en premier, voilà. Monsieur Dupond-Moretti qui dit à Monsieur Dussopt, je connais un bon avocat. En tout cas, on en parlera dans quelques minutes. Dupond-Moretti est revenu en forme du tribunal. Un mot là-dessus. Oui, sur Olivier Dussopt, ce sont des faits qui remontent à 2009, qui ont fait l'objet d'une enquête de Mediapart maintenant il y a un peu plus de 2 ans. La justice a donc mis 2 ans pour enquêter dessus. Et effectivement, un temps, il y avait eu des suspicions aussi de corruption. Et finalement, les suspicions de corruption ont été écartées. Et pour l'heure, il ne reste que celle de favoritisme. Oui, pour les deux, on est quand même pas sur des affaires très graves quand même. Hein, on est quand même un peu à la marge. Vous avez raison de le dire parce qu'on va passer à un visage suivant qui est une affaire bien plus grave. Et c'est le visage de Monique Olivier. Le premier jour du procès de Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret, elle est jugée par la cour d'assises de Nanterre pour sa participation, sa complicité dans les meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Parish et Estelle Mouzin. Elle regrette tout ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle a dit, Monique Olivier. On sait que Fourniret, lui, est mort déjà depuis 2021. Moi, ce qui m'a surpris, parce que j'avais oublié quelques détails de cette affaire, c'est dans le Parisien ce matin, on nous rappelait qu'elle l'avait rencontré. Fourniret à cause d'une petite annonce. J'avais totalement oublié ça. Une petite annonce dans le Pèlerin. C'est ça qui en plus me rend fou. Dans le Pèlerin, qui est un magazine, évidemment, on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Il avait quand même passé cette petite annonce. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Et voilà comment Monique Olivier a rencontré Michel Fourniret. Un commentaire là-dessus, Tristan Banon. Vous êtes passionné par ce genre d'affaires? Non, je suis pas passionnée. En revanche, je trouve bien qu'on parle un peu des complices. C'est vrai que souvent, on parle uniquement des criminels dans toutes les affaires et ça se fait rarement sans complicité. Et donc, je trouve ça important de le dire. Nous, à Franc-Tireur, pour lequel je travaille, on parle aujourd'hui des complices qui ont permis l'assassinat, qui ont malheureusement permis l'assassinat de Samuel Paty, les jeunes qui l'ont dénoncé. Guillaume Fard, là, tout le but aussi, c'est de déterminer son rôle. A-t-elle été actrice? Était-elle soumise à son mari? C'est le grand sujet. Mais... Parce qu'elle a attiré les jeunes femmes. Alors, non seulement... Elle a été condamnée comme co-auteur. J'étais partie civile dans le dossier à Charleville-Mézières. Allez-y alors. Et effectivement, on avait une femme qui avait un rôle très nouveau dans la criminologie française, qui était d'aller rabattre finalement des enfants, alors qu'elle était sur le siège conducteur, et il y avait derrière le siège bébé. Et les enfants, les petits de 8 ans, 10 ans, effectivement, n'ont pas peur d'une famille et montaient parce qu'elles cherchaient leur chemin. Et à partir de là, eh bien, elle a reconnu qu'à la faveur de ces crimes-là, elle vérifiait la virginité des enfants. Et qu'elle les lavait. Et donc, c'est quelque chose qui est très nouveau en droit français, d'avoir une femme violeuse en série, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, en complicité avec son mari, dans ce huis clos qui est le leur avec le bébé dans un château, et de voir effectivement une femme commettre à répétition ces faits-là, en étant elle-même finalement très partie prenante. Et ça nous a choqués, d'ailleurs les experts, qui étaient les meilleurs experts français, on est bien d'accord, mais ne savaient pas, ils se posaient la question, mais cette femme à cette place-là, ça dépasse l'entendement que l'on a
d'une femme criminelle. Oui. Et on en a très peu d'ailleurs. Sachant Vous y qu'il ajoutez, n'y Guillaume a pas Fabre. que les viols, parce que certains Évidemment. scénaristes de films auraient voulu écrire tout le récit. Je pense qu'ils n'y seraient pas parvenus, parce qu'il y a l'histoire des lingots d'or du gang des postiches. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et qu'elle est aussi complice de meurtre, parce que Michel Fourniret est quand même allé tuer la compagne d'un ex-codétenu qui lui avait indiqué où se trouvaient les lingots d'or planqués par le gang des postiches dans un cimetière. Et qui explique qu'il soit C'est fou. propriétaire d'un grand château. Et que les sûr. services de renseignement s'étaient intéressés à lui, pensant qu'il était un agent d'une puissance étrangère, ne comprenant pas pourquoi il était propriétaire d'un château alors qu'il n'avait pas de revenus élevés par Avec les ailleurs. petits métiers contremaîtres. Et pour etc. revenir au viol et au meurtre des jeunes femmes, il faut rappeler, parce que ça c'est terrible pour les familles, que les corps de Marie-Angèle Domès, vous me confirmerez, et Estelle Mouzin n'ont jamais été retrouvés. Jamais été retrouvés. On passe, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais Oui. justement, elle ne donne pas l'emplacement des corps, elle prétend ne pas le savoir. On passe à quelqu'un que vous connaissez peut-être moins, qui s'appelle Wilson Fash. Journaliste indépendant de 31 ans, Wilson Fash, qui a donc été choisi par le jury du 85e prix Albert Londres, la récompense la plus prestigieuse du journalisme francophone, pour ses reportages sur l'Afghanistan, sur la gare routière de Tel Aviv et sur la guerre en Ukraine. Ça nous permet évidemment d'avoir une pensée pour tous ces reporters. Nous, on est journalistes en studio. Enfin, moi, je suis même pas journaliste, mais c'est vrai que voilà un métier à risque, un métier important qui mérite d'être récompensé. En plus, c'est la première fois qu'un Belge reçoit ce prix Albert Londres, donc on salue nos amis belges. Et en plus, Wilson Fash avait déjà reçu, très bon journaliste, le prix Bayeux des jeunes correspondants de guerre en 2019. C'est sa deuxième récompense. Un mot là-dessus? Oui, moi j'aime beaucoup son travail. Il a une écriture descriptive, rare, fine, une écriture distinguée, poétique, pour des faits qui ne le sont absolument pas. Et donc ça donne lieu à un contraste saisissant pour le lecteur. C'est très agréable de le lire. On passe à John Textor, prochain visage de notre trombinoscope. Vous connaissez John Textor? Eh bien, je l'ai découvert ce soir, Laurent, évidemment. J'étais sûr. J'apprends plein de choses grâce à vous. Le patron de l'OL qui pourrait se défaire de son entraîneur, Fabien Grosso, après seulement 2 mois. J'ai bien résumé. Oui, à peu près. Vous connaissiez sûrement quand même Jean-Michel Aulas, qui était le président précédent de l'Olympique lyonnais. Il a revendu ses parts. Et c'est vrai que depuis qu'il est parti, on a l'impression que tout va mal à l'Olympique lyonnais. Je vais me tourner vers Fred Herbel, parce qu'il s'y connaît encore mieux que moi. Encore que je suis pas sûr. Mais enfin, quand même, en foot, Lyon est vraiment la lanterne rouge. On dit lanterne rouge. Dans ces cas-là, ça veut dire dernier du classement. Ce qui est absolument incroyable quand on sait que c'était un club européen il y a encore quelques années. Un club important avec des joueurs internationaux, avec de l'argent dans ce club aussi. Ils sont derniers du championnat. L'Italien qui entraîne ce club, Fabio Grosso, a remplacé Laurent Blanc, qui au fond aurait peut-être dû rester parce que manifestement... Faisait pas pire. Hein. Et voilà, ça c'était pas pire. Alors, ça arrange le supporter du HAC que je suis, parce que plus il y a de clubs derrière le Havre, mieux ça vaut. Mais quand même, un club comme Lyon, c'est assez triste de se dire que peut-être quand même Jean-Michel Aulas a eu un départ un peu du genre après moi le déluge, non? Bah, c'est un peu ça quand même. Hein. Il a vendu ses parts à cet Américain, bon déjà, et qui ne parle pas français, voilà. Il ne connaît pas très bien le football. Il a acheté l'Olympique Lyonnais parce que c'était à vendre. Il aurait pu acheter un autre club. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Moi, ce qui m'énerve beaucoup dans ces nouveaux propriétaires de football qui achètent des clubs, c'est qu'il n'y a pas la dimension affective. Que quelqu'un, moi un jour, si je peux racheter le Racing Club de Lens, je le ferai avec grand plaisir. Ah oui. Mais ces gens-là achètent des clubs... Il va falloir venir plus que 2 fois par semaine. Je ne savais pas que c'était à vendre. Non, et d'ailleurs, le propriétaire est un de mes amis. Et encore faut-il y arriver. Je peux vous donner mon expérience personnelle. Il fut un temps où mon camarade Vikash Dorasso, qui a été formé, et qui a été un grand footballeur au HAC, mais aussi ensuite au Paris Saint-Germain et aussi à Milan, si ma mémoire est bonne, eh bien Vikash Dorasso voulait racheter le club du Havre, qui était à l'époque en mauvaise position. Il m'avait demandé de participer à ce rachat avec lui. Et on s'était présenté, je crois que devant le conseil d'administration, on a reçu 2% d'accord par rapport au vote de tous. Et pourtant, vous aimez beaucoup ce club. C'est le vôtre. Alors vous imaginez ces gens, ces investisseurs qui viennent dans des clubs qui pour eux ne représentent rien. Écoutez, franchement, je crois que j'ai eu un coup de chance que ça n'arrive pas. Et en plus, aujourd'hui... Vous auriez perdu beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, les dirigeants du club sont parfaits, sont très bons, et le HAC se débrouille bien. Oui, donc, et je rassure Joseph Ougourlian, mon ami et propriétaire du RC Lens, que je n'ai aucune velléité. Voilà. Non, mais ce qui est terrible, c'est que, sincèrement, le football français, le championnat français est ce qu'il est. C'est loin d'être le meilleur européen. Et Lyon faisait partie de ces gros clubs qui pouvaient avoir un vrai rôle au niveau européen. Voir Lyon en 2e division,
ce qu'on appelle la Ligue Oh, 2. c'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas bien parti. Hein, C'est parce pas que bien quand parti. parce que, tout simplement, pour une raison très simple, on va faire un petit peu de sport, c'est que les joueurs sont trop forts pour jouer les matchs de la descente. En fait, ce sont des joueurs qui sont habitués à jouer le haut du panier. Donc, quand ils doivent jouer un peu dans la boue de la fin de classement, quand il faut aller au charbon, c'est beaucoup plus compliqué. Tristan Manon, vous êtes capable de commenter le football, que je sache pour les émissions à venir. J'ai été capable il y a longtemps, puisque je l'ai même commenté sur RTL. C'est pas vrai. On refait le match. Ça Mais oui. alors, on refait Mais le match. Avec Eugène Sacomano, Avec tout à fait. Ce cher Eugène Sacomano. Mais je suis plus du tout à jour. Bon, désormais, À donc, l'époque où je le commentais, l'OL était plutôt en haut. je du saurais que classement. je pourrais me tourner vers vous la prochaine fois quand on reparlera football.